On est face à un besoin en énergie qui explose littéralement. Et pour beaucoup, la solution, c'est un peu le Saint Graal, une technologie qui s'inspire de ce qu'il y a de plus puissant, le Soleil. Je parle bien sûr de la fusion nucléaire, une promesse d'énergie propre, illimitée, mais aussi, on va le voir, une source de débat passionné. Alors, la question qui est au cœur de tout ça, elle est à la fois simple et complètement vertigineuse. Est-ce qu'on peut vraiment construire un soleil miniature, ici, sur Terre, pour résoudre la crise énergétique? C'est ce défi immense qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Ok, petit rappel de science, mais promis, ça va être rapide. La fusion nucléaire, en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos centrales. La fission, ça casse des gros atomes. La fusion, elle, fait le contraire. On prend deux tout petits atomes, des atomes légers, et on les force à fusionner pour en créer un plus lourd. Et c'est là que la magie opère. Cette réaction libère une quantité d'énergie absolument phénoménale. C'est ni plus ni moins ce qui fait briller le soleil. Bon, on comprend le principe, mais alors, pourquoi est-ce que ça fait autant rêver? Qu'est-ce qui se cache derrière cette promesse folle d'une énergie propre et quasi infinie? Quand on compare la fusion à la fission, c'est le jour et la nuit. D'abord, l'énergie. La fusion, c'est potentiellement 10 fois plus d'énergie. Ensuite, le carburant. Pour la fusion, on le trouve dans l'eau de mer. C'est quasi inépuisable. Et les déchets, ils sont beaucoup moins radioactifs et leur dangerosité dure bien moins longtemps. Mais le point crucial, c'est la sécurité. Le risque d'un accident type Tchernobyl, d'un emballement de la réaction, il est tout simplement impossible physiquement avec la fusion. Donc, pour résumer, beaucoup plus de jus pour beaucoup moins de risques. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par cette experte du projet ITER qui dit en substance « On cherche une énergie presque inépuisable, sans CO2 et qui utilise très peu de ressources. » Imaginez ce que ça veut dire, une énergie propre, disponible pour tout le monde, partout. Ça pourrait complètement rebattre les cartes de la géopolitique. C'est vraiment ça, l'argument massu des profusions. C'est beau, hein? Mais il y a un mais. Un très gros mais même. Parce que face à ce rêve quasi utopique, il y a un mur de scepticisme. Un scepticisme qui n'est pas né hier, mais qui s'est construit sur des décennies de promesses non tenues et de défis colossaux. Et ce scepticisme, il est parfaitement incarné par ce physicien qui, lui, ne mâche pas ses mots. Pour lui, tout ça, c'est du vent. Une belle histoire, un projet qui sera toujours pour bientôt. L'idée, c'est que la promesse est si belle, si grande, que la réalité physique, les lois de la nature, la condamnent à rester ce qu'elle a toujours été, l'énergie de demain, un demain qui n'arrive jamais. Et ça a même un nom dans le milieu. On appelle ça la blague des 30 ans. C'est assez simple en fait. Dans les années 50, on demandait « la fusion, c'est pour quand ?» Réponse « ah, dans 30 ans ». Dans les années 80, même question, même réponse « dans 30 ans ». Et aujourd'hui, devinez quoi? C'est toujours pour dans 30 ans. Ça fait presque 70 ans que c'est pour bientôt. Mais alors, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui coince? Le problème fondamental, il tient en un mot, la gravité. Le Soleil, lui, il a une aide de taille, sa propre masse, sa gravité monstrueuse qui écrase les atomes les uns contre les autres. Nous, sur Terre, on n'a pas ça. Du coup, pour compenser, il n'y a pas 36 solutions, il faut chauffer. Chauffer à des températures délirantes, 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Voilà le véritable mur auquel on se heurte. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre problème, un problème dont on parle moins souvent, le carburant. Pour que ça marche, il faut un ingrédient spécial, un cousin de l'hydrogène appelé le tritium. Sauf que le tritium, c'est super rare. Une centrale aurait besoin d'environ 50 kilos par an. Vous savez combien on en a en stock sur toute sa planète? 27 kilos au total. Oui, c'est bien ça. On aurait besoin de presque 2 fois le stock mondial chaque année pour une seule centrale. La solution proposée? Le fabriquer à l'intérieur même du réacteur. Sauf que pour l'instant, c'est une idée, une théorie. Personne n'a jamais réussi à le faire en vrai. Alors, face à des défis pareils, on pourrait se dire « bon, on laisse tomber ». Eh bien non. L'humanité a décidé de faire le contraire. Elle a lancé un pari. Un pari fou, un projet absolument monumental, ITER. C'est peut-être l'expérience scientifique la plus dingue de notre époque. ITER, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le projet de tous les superlatifs. Imaginez, 35 pays qui se mettent ensemble, qui mettent des milliards sur la table pour construire une machine. Une seule machine. Et cette machine, elle n'a qu'un seul but, une seule mission, prouver une bonne fois pour toutes que oui, la fusion peut générer plus d'énergie qu'il n'en faut pour la démarrer. Alors, comment on fait pour construire une étoile en boîte? Accrochez-vous, c'est de la science-fiction.
Première étape, on prend de l'hydrogène et on le chauffe. Mais quand je dis on le chauffe, on le porte à 150 millions de degrés. C'est 10 fois plus chaud que le Soleil. À cette température, la matière devient un plasma. Étape 2, évidemment, aucun matériau sur Terre ne peut résister à ça. Donc il faut le contenir sans le toucher. Comment? Grâce à des champs magnétiques ultra puissants qui créent une sorte de bouteille invisible. Et c'est là que ça devient complètement fou. Pour que ces aimants soient assez puissants, il faut les refroidir à moins 269 degrés, une température plus froide que le vide de l'espace. Je ne sais pas si on se rend bien compte. D'un côté, on a le point le plus chaud de tout le système solaire, 150 millions de degrés. Et de l'autre, à quelques centimètres à peine, on a l'un des points les plus froids de l'univers. Le chaud extrême et le froid extrême, séparés par un tout petit espace vide. En termes de défi d'ingénierie, on n'a jamais rien tenté de pareil. Et forcément, avec une machine aussi complexe, la moindre petite erreur a des conséquences gigantesques. Tenez, en 2022, il y a eu un problème de soudure, un désalignement de 2 mm. C'est minuscule 2 mm. La conséquence? Le projet a pris plus de 2 ans de retard. 2 ans. À cause de 2 mm. Le premier plasma, le premier test, n'aura pas lieu avant 2035. Au mieux. Bon, on a vu la promesse incroyable. Et on a vu les défis, les obstacles qui sont juste immenses. Alors au final, on en pense quoi? Essayons de peser le pour et le contre pour se faire une idée plus claire. Mais avant de donner un verdict, il faut peut-être faire un pas de côté et se poser une question un peu plus philosophique. Imaginons une seconde qu'on y arrive. L'énergie devient abondante, presque gratuite. Est-ce que ce serait vraiment le paradis sur Terre, une utopie, ou est-ce que ça ne risquerait pas de se transformer en dystopie où, sans aucune limite, notre consommation finirait par tout dévorer? Alors, le verdict, il faut être clair. La fusion, ce n'est pas la solution pour le problème climatique qu'on a maintenant. Elle arrivera bien trop tard. L'urgence, c'est d'investir massivement dans les renouvelables, aujourd'hui. Ça, c'est non négociable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Ce projet, ITER, c'est aussi un symbole incroyable de ce que l'humanité peut faire quand elle travaille ensemble. Alors la conclusion, elle est peut-être là. Il faut avancer sur 2 fronts en même temps. Investir dans les solutions d'aujourd'hui pour sauver le présent et continuer à financer ce rêve fou pour préparer l'avenir. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui, finalement, résume tout le dilemme. Entre investir des milliards dans un rêve magnifique, mais lointain, peut-être même inaccessible, et mettre cet argent dans des solutions qui fonctionnent ici et maintenant, pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Que doit-on choisir? Où placer nos espoirs, nos efforts, nos ressources? Comme on vient de le voir, la réponse est tout sauf évidente.